La vieille horloge du salon de grand-père Bernard égrenait les secondes avec une solennité qui alourdissait encore l'atmosphère. C'était la veille de Noël, une soirée qui, dans les souvenirs d'enfance de Marie, aurait dû scintiller de joie et de lumière. Mais chez son père, la tradition se résumait à une réunion glaciale, un devoir familial plus qu'une célébration. Marie serrait la main de sa fille de 7 ans, Clara, dont les grands yeux curieux absorbaient l'attention palpable. Assise sur le bord élimé du canapé, Marie sentait le regard de son père, Bernard, peser sur elle, un regard froid, dénué de toute affection. Sa sœur, Sylvie, trônait dans le fauteuil d'accent grave côté, un sourire en coin qui ne présageait rien de bon. Alors, Clara, la voix de Bernard rompit le silence, aussi tranchante qu'un éclat de verre. « Grand-père a un cadeau pour toi. » Un frisson d'espoir parcourut Clara. Elle s'avança timidement. Bernard lui tendit une grande boîte, emballée d'un papier doré un peu froissé. Les doigts de Clara tremblèrent d'excitation en déchirant l'emballage. Marie retint son souffle, priant pour un instant de normalité, un geste de tendresse. Le couvercle soulevé, le visage de Clara se figea. La boîte était vide. Totalement, absolument vide. Une seconde de silence s'installa, si lourd qu'il en devenait suffocant. Puis, l'esclaffement sec de Bernard retentit. Les enfants dans son genre ne devraient rien attendre de la vie. Juste le vide. Sylvie ajouta, sa voix sifflante comme un venin, exactement comme sa mère, une bonne à rien qui n'a jamais rien eu et ne méritait rien. Les mots, cruels et précis, frappèrent Marie en plein cœur. Elle vit les épaules de Clara s'affaisser, la lueur dans ses yeux s'éteindre pour laisser place à une brume de larmes. L'envie de hurler, de prendre sa fille et de fuir cet endroit maudit la submergea. Elle ouvrit la bouche pour protester, pour défendre son enfant, mais une petite main se posa sur la sienne. Clara, le menton tremblant, releva la tête. Ses yeux, encore humides, fixèrent son grand-père avec une étrange détermination. D'une voix douce, à peine un murmure mais qui résonna dans le silence hostile, elle dit, « Moi aussi, j'ai apporté quelque chose pour toi, grand-papa. » La surprise figea les rictus sur les visages de Bernard et Sylvie. Marie elle-même en fut décontenancée. Clara fouilla dans la petite poche de sa robe et en sortit un minuscule paquet, enveloppé avec soin dans un morceau de papier de soie retenu par un ruban de laine colorée. Il était si petit qu'il tenait dans la paume de sa main d'enfant. Avec une dignité qui contrastait cruellement avec l'humiliation qu'elle venait de subir, Clara s'approcha de son grand-père et lui tendit son présent. « C'est pour toi. » Bernard la regarda, un air de suspicion et de dédain flottant encore sur ses traits. Il hésita, puis, avec un haussement d'épaules lasses, comme s'il se prêtait à une nouvelle mascarade, il prit le petit paquet. Ses gros doigts semblaient maladroits en défaisant le nœud enfantin. Il ouvrit le papier de soie. Ce que Marie vit ensuite la glaça d'effroi. Le visage de Bernard perdit toute couleur, devenant d'une pâleur cadavérique. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant l'objet minuscule dans sa main comme s'il avait vu un fantôme. Une stupeur muette, mêlée d'une terreur indicible, s'empara de lui. Sa mâchoire se contracta, sa respiration devint sifflante. Il sembla sur le point de s'effondrer, sa main tremblant si fort que Marie craignit qu'il ne laisse tomber ce mystérieux objet. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Même Sylvie semblait avoir perdu son arrogance, observant son père avec une inquiétude non dissimulée. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que sa petite Clara avait bien pu donner à cet homme pour provoquer une telle tempête d'émotions sur son visage habituellement impénétrable? Le cœur de Marie battait à tout rompre, un mélange d'angoisse et d'une curiosité presque insoutenable. Le vide de la boîte offerte par Bernard semblait soudain bien dérisoire face au pouvoir contenu dans le don silencieux de sa fille. La soirée venait de prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Le silence qui suivit la réaction de Bernard fut presque plus assourdissant que ses paroles cruelles. Blême, les mains toujours tremblantes, il balbutia quelque chose d'inintelligible, une vague excuse à propos d'un malaise soudain, avant de tourner les talons et de disparaître dans son bureau, claquant la porte derrière lui. Le petit objet, quel qu'il fût, était resté dans sa main crispée. Sylvie, après un instant de flottement, tenta de reprendre le contrôle. « Mon père est fatigué, c'est tout », lança-t-elle d'une voix faussement assurée, bien que son regard trahît une pointe d'inquiétude. « Quant à toi, Clara,
Tes jeux sont de moins en moins drôles. Offrir des bêtises pareilles, vraiment. Elle foudroya Marie du regard, comme pour la tenir responsable de cette nouvelle perturbation. Marie ne répondit pas. Elle attira Clara contre elle, la sentant encore frissonner. Le reste de la soirée fut une parodie de réveillon, les conversations forcées, les sourires grimaçants. Dès qu'elle le put décemment, Marie prétexta la fatigue de Clara pour s'éclipser, quittant cette maison où chaque recoin semblait suinter l'amertume. Dans la voiture qui les ramenait vers leur petit appartement, l'image du visage décomposé de son père tournait en boucle dans l'esprit de Marie. Elle avait grandi avec ses critiques, ses silences méprisants, l'étiquette infamante de « bonne à rien » que Sylvie se plaisait à lui rappeler. Mais jamais, au grand jamais, elle n'avait vu une telle expression sur son visage, un mélange de terreur brute et d'une douleur si ancienne qu'elle semblait venir d'outre-tombe. Qu'est-ce qui pouvait bien terrasser ainsi un homme comme Bernard, si dur, si inflexible? Maman? La petite voix de Clara l'attira de ses pensées. Oui, mon trésor? Grand-père, il n'a pas aimé mon cadeau? Marie gara la voiture le long du trottoir, sous la lumière faiblarde d'un lampadaire. Elle se tourna vers sa fille, caressant sa joue. Je ne sais pas, ma chérie. Je crois qu'il a été très surpris. Dis-moi, ce petit paquet, qu'est-ce que c'était exactement? Et où l'as-tu trouvé? Clara baissa les yeux sur ses genoux. C'était dans la boîte à secret de grand-maman, celle avec les jolies fleurs peintes. Je l'ai trouvée en cherchant des décorations de Noël dans le grenier, la semaine dernière. Dedans, il y avait plein de choses à elle. Et puis, ça. Elle hésita. C'était une toute petite fleur séchée, pressée entre les pages d'un vieux livre de poèmes. Elle était si fragile. Je l'ai mise dans un petit médaillon en argent qui était juste à côté, un peu terni. J'ai pensé que grand-maman aurait voulu qu'il la revoie. Elle avait l'air triste, cette fleur, toute seule dans le livre. Et grand-papa, parfois, il a l'air triste aussi, tout au fond, tu sais. Une fleur séchée dans un médaillon. Marie fronça les sourcils. Sa mère, emportée par la maladie quelques années plus tôt, avait toujours été une femme discrète, presque effacée face à l'autorité de Bernard. Elle n'avait jamais parlé d'un tel objet, ni d'un secret qui aurait pu y être lié. Les jours suivants, Marie tenta de reprendre le cours normal de sa vie, partagé entre son travail à temps partiel dans une librairie de quartier et les soins pour Clara. Mais l'incident la hantait. La fleur. Le médaillon. La pâleur de son père. Chaque détail s'imprimait en elle avec une acuité dérangeante. Ce fut lors d'une sortie au parc, un après-midi froid mais ensoleillé, que quelque chose brisa la monotonie de ses préoccupations. Clara jouait près du kiosque à musique des airs, ramassant des marrons d'automne, lorsque son ballon s'échappa et roula vers un homme assis sur un banc, un carnet de croquis sur les genoux. L'homme, d'une trentaine d'années, leva les yeux, un sourire doux éclairant son visage au trait fin. Il attrapa le ballon avec aisance et le tendit à Clara qui s'approchait timidement. « Voilà pour toi, demoiselle, dit-il d'une voix chaude. Marie s'approcha. « Merci beaucoup, monsieur. » Victor, se présenta-t-il simplement, son regard amical croisant le sien. Et ce n'est rien. C'est un plaisir d'aider une artiste en herbe à récupérer son matériel. Il fit un clin d'œil à Clara, qui rougit de plaisir. Ils échangèrent quelques banalités sur le temps, la beauté du parc en automne. Marie fut surprise par la facilité de la conversation, par l'absence de jugement dans le regard de cet inconnu. C'était si différent de l'atmosphère pesante de sa famille. Lorsque Victor se leva pour partir, lui souhaitant une bonne journée, Marie ressentit une pointe de regret. Une brève rencontre, mais qui laissait une trace de chaleur inattendue. Cette nuit-là, cependant, l'image de son père revint la hanter. Le visage de Victor s'estompa, remplacé par celui, livide, de Bernard. La fleur séchée. Pourquoi une simple fleur pouvait-elle détenir un tel pouvoir? Une nouvelle résolution commençait à germer en Marie. Elle devait comprendre. Pour sa mère, dont elle réalisait qu'elle ne savait peut-être pas tout. Pour Clara, pour la protéger des ombres du passé. Et peut-être un peu, aussi, pour elle-même. La résolution de Marie, née d'une nuit d'insomnie et du visage hanté de son père, se solidifia avec le lever du jour.
Dès que Clara fut partie pour l'école, elle ressortit la « boîte à secrets » de sa mère. L'objet lui-même, une simple boîte en bois peinte de motifs floraux un peu passés, lui serra le cœur. Combien de fois sa mère l'avait-elle ouverte, y déposant ou y cherchant quelques fragments de sa vie intérieure, si discrète? Marie plongea ses mains avec une douceur presque religieuse dans les souvenirs épars, quelques photographies aux couleurs fanées où elle peinait à reconnaître les visages de ses parents plus jeunes, des lettres de félicitations pour sa naissance, un bracelet d'enfant, le parfum vague et poudré du passé. Elle cherchait un indice, une mention de cette fleur séchée, du médaillon, une explication à la tempête qu'ils avaient soulevée. Mais les heures passaient, et la boîte ne livrait que des fragments d'une vie simple, sans drame apparent. Une légère frustration commençait à poindre, mais la détermination de Marie restait intacte, nourrie par l'intuition que la clé se trouvait quelque part ici. Quelques jours plus tard, en allant chercher Clara à l'école, elle croisa de nouveau Victor. Il attendait, lui aussi, devant le portail, son carnet de croquis sous le bras. Un sourire illumina son visage en les apercevant. « Bonjour Marie, bonjour Clara. Le hasard fait bien les choses. » Clara, plus en confiance, lui raconta avec enthousiasme sa journée, tandis que Marie se sentait étrangement apaisée par sa présence. Victor avait cette faculté de l'écouter vraiment, ses yeux noisettes reflétant une attention sincère. « Vous semblez soucieuse ces temps-ci » remarqua-t-il doucement, alors que Clara s'était jointe à un groupe d'enfants. Marie hésita. « Des histoires de famille » finit-elle par dire, vague. « Des choses du passé qui refont surface. » Le passé a parfois une drôle de façon de nous rattraper, commenta Victor. Mais il peut aussi nous éclairer. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Ces mots, simples, étaient dépourvus de curiosité malsaine, juste empreints d'une empathie qui toucha Marie. Elle se surprit à lui sourire, un vrai sourire, le premier depuis longtemps. Cette nouvelle assurance, cette lueur de détermination dans le regard de Marie, n'échappa pas à Sylvie. Lors d'un appel téléphonique bref et tendu, où Marie tentait, sans grand espoir, de prendre des nouvelles de son père, sa sœur l'accueillit à froid. « À quoi tu joues, Marie ?» siffla Sylvie. « Tu crois que je ne vois pas ton manège ? Tu fouines, tu remues la boue. Laisse donc mon père tranquille. Certaines portes doivent rester fermées. Je cherche juste à comprendre, Sylvie. Pour maman, pour... » Maman n'est plus là, la coupa brutalement sa sœur. Et ce n'est pas en déterrant de vieilles histoires que tu vas te rendre intéressante. Tu ne fais que causer du tort. Reste à ta place de bonne à rien. La communication fut coupée net, laissant Marie avec un goût amer dans la bouche, mais aussi une conviction renforcée, Sylvie avait peur. Et si Sylvie avait peur, c'est qu'il y avait réellement quelque chose à cacher. Piquée au vif par les paroles de sa sœur, Marie retourna à la boîte de sa mère avec une ardeur nouvelle. Elle examina chaque objet, chaque papier, avec une minutie accrue. Et c'est alors, dissimulé au fond d'une enveloppe jaunie contenant de vieilles factures, qu'elle le trouva. Un petit carnet à la couverture de moleskine usée. Le journal intime de sa mère. Le cœur battant, Marie l'ouvrit. L'écriture était fine, appliquée. La plupart des entrées étaient des observations du quotidien, des pensées simples. Puis, une page attira son attention. Une date, vieille de plus de 30 ans. Bernard est rentré tard ce soir. Encore cette humeur sombre qui le ronge depuis des semaines. J'ai retrouvé par hasard, en rangeant ses affaires d'étudiant, cette petite gentiane bleue du lac qu'il gardait autrefois comme un trésor. Elle était cachée dans son vieux portefeuille. J'ai cru qu'il l'avait oubliée. En la voyant, son visage s'est fermé, comme si je venais de toucher une plaie vive. Il me l'a arrachée des mains, le regard dur. Il y a tant de tristesse en lui, un chagrin qui date d'avant moi, d'avant que tout ne change pour lui. Ce choix qu'il a dû faire. Parfois, je me demande si notre vie n'est pas construite sur les ruines de cet amour sacrifié. Je l'ai remise dans son portefeuille sans qu'il le sache. C'est son secret, sa douleur. Mais elle est si belle, cette petite fleur, témoin silencieux d'un bonheur perdu. Marie relut le passage plusieurs fois, le souffle coupé. Une gentiane bleue. L'amour de sa jeunesse. Un choix. Un sacrifice. Sa mère avait su.
Elle avait vu la douleur de Bernard, cette douleur qu'il masquait sous des dehors autoritaires et cruels. L'objet que Clara avait offert n'était donc pas un simple souvenir anodin. C'était une relique, la clé d'une histoire dont Marie ignorait tout, une histoire qui avait façonné l'homme qu'était devenu son père, par ricochet, toute leur famille. La « bonne à rien » avait, encore une fois, été bien plus perspicace et sensible qu'on ne le lui avait jamais accordé. Une tristesse immense pour sa mère et une curiosité brûlante pour ce passé secret envahir Marie. Le voile venait à peine de se soulever. Le carnet de sa mère entre les mains, Marie se sentait comme une archéologue découvrant les vestiges d'une civilisation oubliée, celle des sentiments enfouis de son propre père. La gentiane bleue du lac, l'amour sacrifié, le choix qu'il a dû faire. Ces mots, écrits par la main de sa mère, résonnaient en elle, esquissant le portrait d'un Bernard qu'elle n'avait jamais connu, un jeune homme capable d'une passion si profonde que sa perte l'avait transformé en l'ombre amère qu'il était devenu. Elle passa des heures à relire les quelques lignes, cherchant d'autres indices. Elle ressortit de vieilles photographies de son père jeune, espérant y déceler une trace de cette joie perdue, une silhouette féminine à ses côtés près d'un lac. Mais les photos de cette époque étaient rares, comme si cette partie de sa vie avait été volontairement effacée. Le nom de cette femme restait une énigme, un fantôme sans visage. Les pressions familiales ou sociales de l'époque, comme l'avait subodoré sa mère? Était-ce une histoire d'amour jugée inappropriée, une de ces idylles brisées sur l'autel des conventions? Progressivement, la colère que Marie avait toujours ressentie envers son père commençait à se teinter d'une émotion nouvelle, plus complexe, une sorte de pitié douloureuse. Sa cruauté, ses paroles blessantes, ce masque de froideur, n'était-il qu'une armure forgée au fil des ans pour protéger une blessure jamais cicatrisée? Cela n'excusait en rien les souffrances qu'il avait infligées, à sa mère, à elle, à Clara. Mais l'idée que lui aussi avait été une victime, d'abord de son propre passé puis de sa propre amertume, ouvrait une brèche dans le mur de ressentiment de Marie. Lors de sa rencontre suivante avec Victor, au petit marché bio où il tenait parfois un stand avec ses croquis de la ville, Marie se sentit suffisamment en confiance pour se livrer davantage. Autour d'un café chaud, tandis que Clara s'émerveillait devant un étal de jouets en bois, elle lui raconta ses découvertes, le journal de sa mère, la fleur, l'histoire d'amour brisée de son père. Victor l'écouta avec cette attention calme qui le caractérisait, sans l'interrompre, son regard bienveillant posé sur elle. « C'est une lourde histoire que vous portez, Marie, dit-il finalement. Et celle de votre mère aussi, qui a perçu tant de choses en silence. Il faut du courage pour affronter les secrets de famille. » « Je ne sais pas si c'est du courage ou de la folie, » répondit Marie avec un sourire triste. « Mais j'ai l'impression que je ne peux plus reculer. Parfois, comprendre le passé est le seul moyen de se libérer pour l'avenir, » murmura Victor. Il posa brièvement sa main sur la sienne, un geste simple, mais qui transmit une chaleur réconfortante. Marie sentit son cœur s'emballer légèrement. La complicité qui les unissait se muait doucement en quelque chose de plus tendre, de plus intime. Poussée par un besoin impérieux de connaître le nom de cette femme, Marie se replongea dans les affaires de sa mère. Dans un vieil agenda, à la page d'un été lointain, elle trouva enfin une inscription, presque effacée, anniversaire Élise L. Chamonix. Élise. Le prénom avait une consonance douce, presque musicale. Chamonix. Le lac, la montagne, la gentiane bleue. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, dessinant une géographie du cœur. Cette découverte la plaça face à un dilemme angoissant. Élise, elle, était-elle encore en vie? Si oui, devait-elle essayer de la retrouver, de la contacter? Au nom de quoi? Pour satisfaire sa propre curiosité? Pour rouvrir des blessures que le temps avait peut-être apaisées? L'idée la terrifiait autant qu'elle l'attirait. C'est alors qu'elle fit une autre découverte, plus bouleversante encore. Au fond d'une boîte à chaussures remplie de correspondances administratives, elle avisa une petite liasse de feuilles fines, retenues par un ruban délavé. Ce n'étaient pas des lettres reçues, mais des brouillons, des tentatives d'écriture de sa propre mère, adressées à « Chère Élise ». Certaines étaient raturées, d'autres inachevées. La plus aboutie, jamais envoyée, la laissa sans voix. « Chère Élise, vous ne me connaissez pas, ou peut-être seulement de nom. Je suis l'épouse de Bernard. Je vous écris aujourd'hui, après tant d'années de silence, parce que je crois savoir la peine qui fut la vôtre,
et qui est encore, je le crains, la sienne. Je ne cherche pas à excuser ce qui a pu se passer, ni à diminuer votre chagrin. Mais je vois Bernard s'éteindre un peu plus chaque jour, emmuré dans un regret que je devine immense. Cette fleur, votre gentiane, il la garde encore. Peut-être qu'un jour, la paix pourrait trouver un chemin jusqu'à vos cœurs. Je ne sais si cette lettre vous parviendra jamais, ni même si j'aurai le courage de la poster. Mais sachez qu'une autre femme pense à votre histoire avec une profonde tristesse et un immense respect. Marie serra la lettre contre sa poitrine, les larmes aux yeux. Sa mère. Sa douce mère si effacée n'avait pas été qu'une simple spectatrice des tourments de Bernard. Elle avait su, elle avait compris, et dans le secret de son cœur, elle avait tenté un geste de compassion, une main tendue par-delà les années et la douleur. La « bonne à rien » avait eu l'étoffe d'une héroïne silencieuse, cherchant à réparer ce que son mari avait brisé. Cette révélation acheva de transformer le regard de Marie sur son passé. La question de retrouver Élise ne relevait plus seulement de la curiosité, elle devenait un écho au souhait inavoué de sa propre mère. La lettre inachevée de sa mère entre les mains, Marie sentit une force nouvelle l'envahir. Ce n'était plus seulement sa quête, mais aussi un écho au désir de paix de sa mère. Avec le soutien silencieux mais indéfectible de Victor, qui l'encouragea d'un simple « Faites ce que votre cœur vous dit juste », elle prit sa décision. Elle devait retrouver Élise de Chamonix. Les premières recherches furent fastidieuses. Les annuaires en ligne, les réseaux sociaux sous ce nom ne donnaient rien de concluant dans la région de Chamonix qui correspondent à une femme ayant eu la vingtaine plus de 30 ans auparavant. Marie faillit abandonner, se disant que le temps avait dû effacer toutes les traces. Puis, une idée lui vint, les artistes locaux, les artisans. Si Élise aimait les fleurs, la montagne, peut-être avait-elle un lien avec ce monde. Elle éplucha les sites des petites galeries d'art de la région, les associations culturelles. Et là, sur la page d'une exposition passée consacrée aux aquarelles alpestres, un nom attira son attention, Élise Lambert. Une courte biographie mentionnait son amour pour la flore alpine, et une photo la montrait, une femme d'une 60aine d'années, le regard doux, un léger sourire aux lèvres, posant devant un paysage de montagne qui rappelait étrangement les descriptions des poèmes que sa mère avait conservés. Le cœur battant, Marie trouva un numéro de téléphone associé à la galerie qu'il avait exposée. Après quelques explications hésitantes à une employée compréhensive, elle obtint, non sans difficulté, l'adresse mail personnelle d'Élise Lambert, avec la promesse de ne l'utiliser qu'avec la plus grande discrétion. Son message fut simple, expliquant qui elle était, mentionnant brièvement la gentiane bleue et le souhait de comprendre une histoire qui avait marqué sa famille. La réponse arriva 2 jours plus tard, concise mais ouverte. « Madame, votre message m'a troublée. Si vous le souhaitez, je serai à Chamonix le week-end prochain. Nous pourrions nous rencontrer. » Le voyage jusqu'à Chamonix fut pour Marie une sorte de pèlerinage. Elle rencontra Élise Lambert dans un petit salon de thé tranquille, à l'écart de l'agitation touristique. La femme qui l'accueillit avait la même douceur que sur la photo. Après un silence où les mots semblaient chercher leur chemin, Élise, encouragée par la sincérité palpable de Marie et la mention des lettres de sa mère, commença à parler. Sa voix, calme et posée, raconta l'histoire d'un amour de jeunesse, passionné et lumineux, avec un jeune homme nommé Bernard, étudiant brillant mais déjà prisonnier des attentes de sa famille bourgeoise. Elle décrivit leur randonnée secrète au bord du lac, la découverte de cette petite gentiane bleue, devenue leur symbole. Puis, la pression du père de Bernard, menaçant de le déshériter s'il ne rompait pas cette liaison avec une simple fille de la montagne, sans nom ni fortune. Bernard, jeune et influençable, avait fini par céder. La rupture fut brutale, silencieuse. Il n'a jamais eu le courage de me dire adieu en face, dit Élise, sans amertume apparente, juste une profonde tristesse rétrospective. Il a disparu. J'ai attendu, puis j'ai compris. J'ai reconstruit ma vie, ici, avec mes montagnes et mes pinceaux. Mais une partie de moi est restée là-bas, près de ce lac. Marie écouta, bouleversée, les larmes coulant silencieusement. L'histoire d'Élise donnait chair aux intuitions de sa mère, à ses propres découvertes. Avant de se quitter, Élise lui confia une petite aquarelle représentant un bouquet de gentianes bleues. « Donnez-lui cela de ma part, si vous le jugez bon. Dites-lui que je lui souhaite la paix. »
Forte de ce témoignage, de cette vérité enfin dévoilée, Marie retourna chez elle. La confrontation avec son père était inévitable. Elle choisit un dimanche après-midi. Sylvie était présente, comme toujours, gardienne sourcilleuse de la forteresse paternelle. « Papa, Sylvie, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. » Bernard leva à peine les yeux de son journal. « Si c'est encore pour tes jérémiades. »« Non, » dit Marie, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « C'est à propos d'Élise Lambert. Et d'une gentiane bleue. » Le journal glissa des mains de Bernard. Son visage se figea. Sylvie ouvrit de grands yeux. « Qu'est-ce que tu racontes encore ?» lança cette dernière. « Élise qui ? Tu deviens folle. » Marie ignora sa sœur. Elle s'adressa à son père, posant l'aquarelle d'Élise sur la table basse. « J'ai rencontré Élise, papa. À Chamonix. Elle m'a raconté. Votre histoire. Le lac, la fleur, la pression de grand-père. Elle m'a demandé de te donner ça. Elle te souhaite la paix. » Puis, elle sortit la lettre inachevée de sa propre mère. « Et ça, c'est de maman. » Elle savait. Elle a toujours su ta peine. Bernard fixait l'aquarelle, puis la lettre, son visage passant par une gamme d'émotions terrifiantes, la stupeur, la colère, la panique, puis une détresse infinie. Sylvie tentait de protester, d'accuser Marie de mensonge, de manipulation. Mais soudain, un son rauque s'échappa de la gorge de Bernard. Un sanglot. Puis un autre. L'homme de fer, le patriarche inflexible, se brisa. Les larmes, retenues pendant des décennies, dévalèrent ses joues creusées. « C'est vrai ? Octatéil. Tout est vrai. Élise. Ma Élise. Je l'ai sacrifiée. J'ai été un lâche. Toute ma vie, j'ai payé pour ça. J'ai tout gâché. Votre mère, vous. » Les mots se bousculaient, incohérents, fragments d'une douleur trop longtemps contenue. Il cacha son visage dans ses mains, son corps secoué de spasmes. Sylvie le regardait, atterrée, comme si elle voyait son père pour la première fois. À cet instant, Clara, qui avait entendu les éclats de voix et s'était approchée sans bruit, entra dans le salon. Voyant son grand-père ainsi effondré, elle s'approcha de lui, hésitante, et posa sa petite main sur son bras. « Grand-papa ? Tu pleures ?» Bernard leva vers elle un visage dévasté. Le geste innocent de l'enfant qui avait tout déclenché semblait être le seul point de repère dans sa tempête intérieure. Le silence qui s'installa ensuite était lourd de toutes les paroles enfin libérées, des secrets éventés, d'un avenir familial désormais en lambeaux, mais peut-être, enfin, prêt à être reconstruit sur autre chose que des mensonges. Le silence qui tomba sur le salon après les aveux de Bernard était d'une densité presque irréelle. Clara, dans un geste d'une pureté désarmante, avait caressé la main de son grand-père avant que Marie, sentant l'atmosphère trop lourde pour sa fille, ne la guide doucement hors de la pièce, lui murmurant des mots rassurants. Derrière elle, Bernard restait affalé sur son fauteuil, un homme brisé, le visage baigné de larmes. Sylvie, elle, était figée, le teint cireux, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le monde tel qu'elle l'avait toujours connu, avec ses certitudes et ses rôles bien définis, venait de voler en éclats. Sans un mot, elle finit par se lever et quitta la pièce, laissant son père seul avec ses fantômes enfin libérés. Les jours qui suivirent furent étranges, empreints d'une sorte de flottement. Marie se sentait vidée, mais aussi, paradoxalement, plus légère. Une immense tristesse la submergeait en pensant à toutes ces années gâchées, à la douleur silencieuse de sa mère, au bonheur volé d'Élise et du jeune homme qu'avait été son père. Mais la colère, cette vieille compagne corrosive, commençait à se dissiper. Elle comprenait maintenant que le mépris de son père, cette étiquette de « bonne à rien » qu'il avait tant marqué, n'avait jamais été réellement à son sujet. C'était le reflet de sa propre détresse, de son incapacité à surmonter une blessure ancienne qu'il avait laissé s'infecter jusqu'à empoisonner tous ceux qui l'entouraient. Cette prise de conscience ne l'excusait pas, mais elle ouvrait la voie à un possible lâcher-prise, à une forme de paix intérieure que Marie n'avait jamais osé espérer. Elle se concentra sur Clara, s'efforçant de lui offrir un quotidien doux et sécurisant, un cocon d'amour à l'abri des séismes émotionnels des adultes. Bernard, lui, était l'ombre de l'homme qu'il avait été.
Les premières semaines, il resta reclus, silencieux. Puis, timidement, il commença à manifester des signes d'un changement fragile. Un appel téléphonique à Marie, sa voix hésitante, juste pour prendre des nouvelles. Un jour, alors que Marie était passée brièvement chez lui pour récupérer des affaires oubliées par Clara, il lui avait tendu un petit livre d'images. Pour Clara, avait-il bredouillé, sans la regarder directement. Elle aime les histoires d'animaux, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas encore des excuses, loin de là, mais ses gestes maladroits, ses questions timides sur sa petite fille, sonnaient comme les premières notes d'une mélodie nouvelle et incertaine. Le tyran avait déposé les armes, restait un vieil homme fatigué, portant le poids de ses regrets. Dans ce tumulte, Victor fut pour Marie un phare. Il l'écouta longuement, sans jugement, lui offrant le réconfort de sa présence solide et de ses mots justes. Il admira son courage, sa quête de vérité qui, bien que douloureuse, avait permis de crever l'abcès. Leur relation, nourrie par ces épreuves partagées, s'approfondit. Les moments passés ensemble étaient des bulles d'oxygène, des instants de tendresse et de complicité où ils pouvaient parler de tout, et surtout d'avenir. Un avenir qu'ils commençaient à envisager sérieusement ensemble, un foyer bâti sur l'honnêteté, le respect mutuel, et cet amour paisible et fort qui s'était installé entre eux. Sylvie, de son côté, vivait des heures difficiles. Les révélations sur son père, sur le passé familial, avaient ébranlé toutes ses convictions. Elle qui s'était toujours vue comme la gardienne de l'ordre, la fille loyale, découvrait que l'édifice qu'elle protégeait reposait sur des fondations minées par le mensonge et la souffrance. Marie la croisa un après-midi au supermarché. Sylvie parut d'abord vouloir l'éviter, puis, s'arrêtant, elle la dévisagea avec une expression indéchiffrable. « Papa, il n'est plus le même », lâcha-t-elle, presque à contre-cœur. Il parle d'Élise parfois. Il a ressorti ses vieux livres de poésie. Il n'y avait plus d'agressivité dans sa voix, juste une sorte de désarroi, de fatigue. Elle ne demanda rien, ne proposa rien, mais pour la première fois, Marie ne sentit plus de mur entre elles, seulement un vide à combler, ou peut-être, accepter. Le chemin de Sylvie serait sans doute long, semé d'embûches, mais la porte vers un changement n'était plus totalement verrouillée. Ainsi, sur les braises encore chaudes d'un passé douloureux, de nouvelles dynamiques commençaient à s'installer. Fragiles, incertaines, mais porteuses d'un espoir ténu. La guérison serait un processus lent, mais l'aube d'une ère nouvelle semblait enfin poindre pour la famille de Marie. Un an avait glissé sur le fil du temps, emportant avec lui les débris les plus tranchants du passé. Le printemps déployait ses couleurs tendres sur la ville, et avec lui, une nouvelle saison s'était ouverte dans la vie de Marie. La jeune femme hésitante, marquée au fer rouge par le jugement familial, avait laissé place à une Marie plus sereine, le regard clair. Elle avait trouvé sa voie, non pas dans un éclat spectaculaire, mais dans la douce mélodie du quotidien reconstruit. Son travail à la librairie s'était épanoui, elle animait désormais un petit club de lecture pour enfants, partageant sa passion avec une joie communicative. Clara, sa petite fille aux yeux pétillants, grandissait dans un cocon d'amour et de rire, les ombres d'antan n'étant plus qu'un lointain écho. Marie et Victor filaient le parfait amour, leur complicité s'étant muée en un engagement profond, leur appartement modeste vibrant de projets et de tendresse partagée. Bernard, lui aussi, avait parcouru un chemin considérable. L'homme brisé par ses aveux s'était lentement relevé, non pas pour redevenir le patriarche autoritaire, mais pour apprendre à être grand-père, et peut-être, enfin, père. Ses gestes étaient encore parfois empreints d'une timidité touchante, mais sa sincérité était palpable. On le voyait souvent dans le petit jardin qu'il avait aménagé derrière sa maison là où autrefois ne régnaient que des allées austères, s'occuper avec Clara d'un carré de gentiane bleue, importé spécialement de Chamonix. Il lui racontait des histoires, non plus de sa grandeur passée, mais des montagnes, des fleurs, et parfois, d'une voix où perlait encore l'émotion, d'une jeune femme nommée Élise qui peignait des aquarelles magnifiques. Il avait écrit à Élise, une longue lettre où les mots « pardon » et « regret » revenaient comme un leitmotiv. Elle lui avait répondu simplement, lui envoyant une photo de son dernier tableau, un lac paisible sous un ciel d'été. La paix, à défaut du bonheur perdu, avait trouvé son chemin. Quant à Sylvie, le miroir brisé de ses certitudes l'avait contrainte à un douloureux examen de conscience. Les premiers mois avaient été difficiles, marqués par le repli et une certaine rancœur.
Puis, imperceptiblement, quelque chose avait cédé. Un après-midi, elle avait appelé Marie, prétextant une question anodine. La conversation, d'abord hésitante, s'était prolongée. Pour la première fois, elles s'étaient parlé sans masque, sans reproche, évoquant leur enfance, leurs blessures respectives. Sylvie n'était pas devenue un modèle d'effusion, mais l'acidité avait disparu de sa voix, remplacée par une fragilité qui la rendait plus humaine. Elle avait même offert à Clara, pour son anniversaire, un livre sur les étoiles, se souvenant d'une passion d'enfance de sa nièce. Un petit pas, mais immense à l'échelle de leur histoire. Ce dimanche de mai, le soleil inondait le parc où Marie et Victor s'étaient rencontrés pour la première fois. Une nappe était étendue sur l'herbe tendre. Autour, une petite assemblée, Marie, Victor, leurs mains enlacées, Clara qui tressait une couronne de pâquerettes. Bernard était là, assis sur un pliant, un léger sourire aux lèvres en regardant sa petite fille. Même Sylvie avait accepté l'invitation, apportant une tarte aux pommes un peu trop cuite, mais offerte avec une sincérité désarmante. Clara, sa couronne achevée, courut vers son grand-père. Mais au lieu de la lui poser sur la tête, elle sortit de sa poche un petit dessin aux couleurs vives. On y voyait des personnages souriant sous un grand soleil, elle, sa maman, Victor, son grand-père et même sa tante Sylvie, tous tenant des fleurs. « C'est pour toi, grand-papa », dit-elle d'une voix claire. « C'est nous, maintenant. » Bernard prit le dessin, ses mains tremblantes. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais cette fois, elles étaient douces, des larmes de gratitude qu'il avait les dernières traces d'amertume. Il serra Clara contre lui. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, mon trésor. » Marie regarda la scène, le cœur débordant d'une émotion pure. Elle croisa le regard de Victor, si plein d'amour et de compréhension. Elle pensa à sa mère, à Élise, à ces femmes dont la force silencieuse et les douleurs cachées avaient, sans le savoir, tissé les fils de cette guérison collective. La boîte vide, ce cadeau cruel qui avait tout déclenché, lui revint en mémoire. Ce vide avait été nécessaire, finalement. Un vide qui avait permis de faire place nette, de déterrer les secrets pour y planter les graines d'un amour plus authentique, plus résilient. Le rire de Clara fusa, cristallin, tandis qu'elle essayait de faire tenir sa couronne de fleurs sur la tête de Victor. Le soleil déclinait doucement, baignant la scène d'une lumière dorée, presque irréelle. Marie serra la main de Victor. L'héritage de sa famille n'était plus une chaîne de souffrances transmises, mais une toile d'amour patiemment retissée, fil après fil. Et dans le silence apaisé de cet instant parfait, elle sut, avec une certitude absolue, que le plus beau chapitre de leur histoire ne faisait que commencer. La vie, enfin, leur offrait une page blanche, pleine de promesses et de lumière.